Patrick Berlier, dit le druide du Pilat. Alors, il vient de Saint-Étienne. Il est libraire galériste, artisan, restaurateur de tableaux. Et de plus, il est passionné par l'histoire, notamment celle de sa région, le Pilat, le Jarès, et bien sûr, Rennes-le-Château. Et cet après-midi, il va nous parler de son livre, La Société Angélique. Oui. Alors, je voudrais bien que le système fonctionne. Pour l'instant, ça ne veut pas démarrer. Il est clair qu'après avoir évoqué le 666... Ah, ça y est, c'est parti. Voilà. Tout va bien. Le micro. Voilà. Donc, je vais vous parler de la Société Angélique. C'est une société... Pardon ? Voilà. Donc, je vais vous raconter, avec ce diaporama, l'histoire de très discrets cénacles d'érudits à Lyon pendant la Renaissance. Pour cet après-midi, je m'en tiendrai à ce lieu, enfin essentiellement à ce lieu, et à cette époque. Alors, avant de vous raconter cette histoire de la Société Angélique, je voudrais quand même commencer en vous racontant, en vous expliquant comment je suis venu à m'intéresser à cette société, et je suis venu un petit peu par des voies, par des chemins un petit peu détournés. Donc déjà, tout ce que je vais vous expliquer maintenant dans ce diaporama, vous le retrouvez évidemment beaucoup plus détaillé dans les 3 livres que j'ai consacrés à ce sujet. Alors les 2 premiers, tomes 1 et 2, qui sont maintenant rassemblés en un seul volume, étaient destinés, enfin ils sont destinés toujours, parce qu'ils sont toujours disponibles, disons à un public un petit peu averti. Et c'est la raison pour laquelle j'ai par la suite écrit le 3e opus, qui n'est pas une suite, qui n'est pas vraiment un tome 3, c'est pas une suite, ça sera même plutôt un commencement, puisque pour les personnes qui n'ont rien lu sur le sujet, il est évident qu'il faut commencer par le 3e, qui est vraiment la véritable introduction à ce sujet. C'est un livre qui, au contraire, est destiné à un large public. J'ai fait l'effort de choisir des termes clairs et de m'exprimer de façon simple mais pas simpliste. Alors, si vous vous amusez à aller sur Google ou n'importe quel site de recherche, n'importe quel moteur de recherche, si vous commencez à taper mon nom, avant même d'avoir fini, Google va vous faire plusieurs propositions. Ils vont vous proposer Jules Verne, on en parlera demain, puis là, la Société Angélique. La Société Angélique, certes, mais avant, il vous a proposé Patrick Berlier, Pilat. Alors le Pilat, qu'est-ce que c'est? Alors d'habitude, enfin, très souvent, quand je parle du Pilat, on me répond « Ah ben oui, la dune du Pilat ». Ben non, mon Pilat à moi, c'est pas la dune du Pilat, donc c'est pas sur la côte atlantique. Mon Pilat à moi, c'est du côté de Lyon, c'est un massif montagneux qui est en forme de triangle, qui se situe entre les villes de Saint-Étienne, Lyon et Annonay. Voilà, c'est un parc naturel régional, c'est une très belle région. C'est aussi une région un petit peu mystérieuse. Oui. Est-ce que tu peux mettre le micro sous le menton? Sous le menton. Ça fait pas d'essai. Voilà. Ça va mieux comme ça? Est-ce que vous entendez moins de souffle? Vas-y, parle. Continue ta... Non. Fais ta conférence. Je continue. Voilà, donc je disais, c'est une très belle région, c'est une région aussi un petit peu mystérieuse. Oui, c'est grave. C'est mieux si tu le tiens. Et j'ai commencé ma modeste carrière littéraire dans les années 80 par publier une série de brochures consacrées, sous le titre général, le guide du Pilat et du Jarret, donc consacré à cette région. J'ai commencé par publier 15 brochures en 1985 et ça a été complété par 3 nouvelles brochures en 2000, raison pour laquelle il y a les 2 dates. Et donc la brochure numéro 15 était consacrée à la chartreuse de Sainte-Croix en Jarret, ancienne chartreuse du Pilat qui est devenue
véritablement le plus beau village des villas, c'est le sous-titre de la série, du numéro. Et donc voilà à quoi ressemble le village de Sainte-Croix-en-Jarret dans le Pilat. C'est au creux d'une vallée très verdoyante, ancienne chartreuse fortifiée. Donc les moines ont vécu là jusqu'à la Révolution française. Et ensuite, après la Révolution, l'ancien monastère a été transformé en village. Et c'est un cas absolument unique en Europe. Voilà, nous approchons d'un peu plus près. Voici la façade monumentale qui a été fortifiée pendant les guerres de religion. Donc la chartreuse a été fondée en 1281 et était occupée par les moines jusqu'en 1792. Et de 1618 à 1627, le prieur de la chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarret était un certain Polycarpe de la Rivière. Un nom un petit peu curieux, évidemment, quand on voit ce nom-là, quand on entend ce nom-là, surtout Polycarpe de la Rivière, on croit à un calembour, un jeu de mots. C'est probablement un nom d'église. Si de la Rivière semble être vraiment son patronyme, il est évident que Polycarpe est un nom qui a été choisi. Et c'était un esprit particulièrement brillant. Il a écrit plusieurs ouvrages qui ont connu un grand succès à leur époque, donc au XVIIe siècle. Donc c'est à travers lui que moi je me suis intéressé à la société angélique. Alors je vous raconte son histoire rapidement, je ne vais pas m'étendre. Donc il semble être né à Tence, c'est en Haute-Loire, vers 1585, pendant les guerres de religion par conséquent. C'était l'époque d'Henri III. Donc en étant enfant d'une famille noble de la région, il a passé son enfance au Puy-en-Velay, puisque la mode à l'époque, pour les enfants des familles nobles, c'était de leur faire étudier, de faire entreprendre les études à la maîtrise de la cathédrale. Et quelques années plus tard, donc vers 1595, une suite de hasards, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, conduit le jeune Polycarpe à devenir d'abord l'enfant de cœur, puis le page de Marguerite de Valois, qui est donc l'épouse d'Henri de Navarre, qui est devenu roi de France, qui est devenu le roi Henri IV depuis 1589. Et celle que l'on nomme la reine Margot est alors assignée à résidence, entre guillemets, au château d'Usson en Auvergne, où elle entretient une cour très prisée, fréquentée par les plus grands érudits. Pourquoi est-elle assignée à résidence, vous allez me dire? Tout simplement parce que Marguerite, bien entendu, en tant qu'ultra-catholique, fait partie de la ligne, et ne rate pas une occasion de combattre son époux, qui lui, pour l'instant, est toujours protestant. Et donc, en plus de ça, elle a une vie amoureuse assez dissolue, on va dire. Et donc, elle fait scandale à la cour d'Henri III, ce qui fait que Henri III l'envoie se faire voir ailleurs. Donc, elle part rejoindre son mari en Navarre. Elle complote contre lui, ce qui fait que son mari n'arrive plus à la supporter. Et donc, elle finit par se réfugier en Auvergne, où sa famille maternelle l'a parenté. Et finalement, Henri III l'a fait enfermer donc, dans la forteresse d'Usson. Et bien entendu, usant de ses charmes, elle va séduire son geôlier. Et donc, elle va, selon les mots de l'époque, régner en prisonnière pendant plus de 20 ans sur la forteresse d'Usson. Nous arrivons en l'an 1600. Donc, Henri IV obtient du pape Clément VIII l'annulation de son mariage. Et il écrit aussitôt à Marguerite, qui est toujours à Usson, pour l'informer. Alors, sa lettre, bien, nous l'avons. Elle est conservée, enfin, une copie est conservée à la bibliothèque municipale de Lyon. Voilà un extrait. Alors, je l'ai retranscrit en français moderne. Et il lui dit, ma sœur, ce qui à l'époque est une manière, disons, affectueuse d'appeler sa femme, les délégués de notre Saint-Père pour juger de la nullité de notre mariage, ayant enfin donné leur sentence à notre commun désir et contentement, je n'ai voulu différer davantage à vous visiter sur telle occasion, tant pour vous en informer de ma part, que pour vous renouveler les assurances de mon amitié.
Et donc le jeune Polycarpe, qui est alors devenu le secrétaire de Marguerite de Valois, recopie soigneusement ce courrier. Et c'est tout simplement grâce à lui qu'aujourd'hui la bibliothèque municipale de Lyon conserve la copie de ce courrier. Et le 17 décembre 1600, Henri IV épouse à Lyon, dans la cathédrale Saint-Jean, Marie de Médicis. S'il s'est séparé de Marguerite de Valois, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas réussi à avoir d'enfant avec lui. Et Marie de Médicis semble, à ce niveau-là, plus prometteuse, disons. Il y a toujours dans la cathédrale Saint-Jean à Lyon une plaque commémorative rappelant le mariage d'Henri IV et de Marie de Médicis. Et les archives municipales de Lyon conservent l'acte de mariage d'Henri IV. Et voici, c'est en français de l'époque, donc en marge, nous avons l'inscription mariage du roi Henri IV en l'église Saint-Jean. Et ici, nous avons mariage de notre bon roi Henri IV de ce nom avec la susdite princesse Marie de Médicis. Et donc en 1605, Marguerite de Valois quitte Luçon, retourne à Paris, donc Polycarpe doit avoir à peu près 20 ans. Et il est très déçu par son passage dans le monde et il décide d'entrer en religion. Et il l'explique dans son livre le plus connu qui s'appelle L'adieu du monde. Voici la page où il l'explique dans la préface, dans l'avertissement. Il écrit « Il y a 9 ans maintenant qu'après un monde de semblables agitations, Dieu me donna la volonté et quand le moyen de sortir du service d'une grande princesse, Marguerite de Valois, pour me donner au sien, c'est-à-dire à Dieu, en cette règle qu'indigne je tiens, la plus haute et la plus angélique, etc., etc. » Déjà l'utilisation du terme angélique qui interpelle. Et en 1609, il est reçu religieux professe, c'est-à-dire qu'il fait sa profession solennelle à la Grande Chartreuse. Et aussitôt installé, il entreprend la rédaction d'ouvrages qui resteront à l'état de manuscrits. Et puis les années passent, et en 1616, Don Polycarpe est nommé procureur de la Chartreuse de Lyon. Alors, procureur, qu'est-ce que c'est? Dans une chartreuse, le procureur, c'est, bon, comme son nom l'indique, c'est celui qui procure la subsistance, c'est-à-dire celui qui se charge d'effectuer les achats nécessaires, tout simplement à la survie des moines. Donc c'est lui qui achète la nourriture, le fourrage pour les bêtes, le bois pour le chauffage, etc., etc. Donc c'est lui qui, en tant que procureur, il a le droit de quitter la chartreuse comme il veut, et c'est lui qui traite avec les fournisseurs et aussi avec les bienfaiteurs de la chartreuse. Alors, voici à quoi ressemblait la chartreuse de Lyon à l'époque. Elle était établie sur la colline de la Croix-Rousse. Et Don Polycarpe se lie d'amitié avec l'un des bienfaiteurs de la chartreuse, qui s'appelle Balthazar de Villars, et qui deviendra son mécène. Retenez bien ce nom-là, parce qu'on en reparlera plus tard. Et là, nous sommes précisément dans l'ancienne maison de Balthazar de Villars, qui est rue du Bœuf à Lyon. En 1617, il publie son premier livre, sans nom d'auteur, donc grâce au mécénat de Balthazar de Villars, livre qui s'appelle Récréation spirituelle sur l'amour divin et le bien des amis. Alors, voici le frontispice du livre. Donc il n'y a pas de nom d'auteur. Il faut atteindre la page 165 pour voir écrit en marge Autoris amantis amabile anagramma, ce qui veut dire anagramme de l'auteur aimable et affectueuse. L'anagramme de l'auteur, elle est ici, c'est J'ai de propre le ciel d'amour, avec bien entendu l'orthographe de l'époque. Alors si vous prenez les lettres de J'ai de propre le ciel d'amour écrit comme on l'écrivait au XVIIe siècle, vous mélangez ces lettres, vous les redistribuez et vous obtenez Don Polycarpe de la Rivière. C'était l'astuce. Et en 1618, il va publier son livre le plus connu qui s'appelle L'adieu du monde, ou Le mépris de ses vaines grandeurs et plaisirs périssables.
Voici le frontispice. On y voit en bas à gauche le blason de Don Polycarpe. Blason d'ailleurs assez curieux, hein, alors ça se décrypte, je ne vais pas vous faire la démonstration. Il y a aussi sa devise latine, Purus liquidoque simulimus amnis, ce qui veut dire pur limpide comme une rivière. Toujours les jeux de mots. Et en 1618, Don Polycarpe est nommé prieur de la chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarret, que voici en hiver. Donc il s'installe dans la cellule, dans l'ermitage du prieur, qui comprend la partie cellule et qui comprend la partie jardin suspendu. En tant que prieur, il a droit à un jardin un peu plus grand que ceux des autres moines. Donc c'est là qu'il va rédiger ses livres suivants, qui est le mystère sacré de notre rédemption, en 3 volumes, entièrement écrit à Sainte-Croix-en-Jarret et publié entre 1621 et 1623. Voilà le frontispice. Et en 1626, il publie son livre qui est considéré comme le plus abouti, qui s'appelle Angélique, des excellences et perfections immortelles de l'âme. Pourquoi s'appelle-t-il Angélique? Tout simplement parce qu'Angélique, c'est le nom que Don Polycarpe donne à son âme. Voici par exemple 2 pages du livre Angélique. L'auteur a son Angélique immortelle, etc., etc. Et en 1627, donc il quitte Sainte-Croix-en-Jarret, il est nommé prieur de la chartreuse de Bordeaux. Donc une belle chartreuse, une grosse chartreuse, c'est une belle promotion hein, pour son religieux qui est encore jeune. De la chartreuse, il ne reste plus aujourd'hui que l'église Saint-Bruno, qui est devenue une église paroissiale. Et en 1631, il est rappelé à la Grande Chartreuse, il y reste que très peu de temps, puisque la même année, 1631 toujours, il est nommé prieur de la Chartreuse de Bonpas, près d'Avignon. Et à Bonpas, donc là, il y a un changement de climat, un changement de cadre, et il va se lier d'amitié avec de nombreux érudits provençaux, parmi lesquels nous trouvons Nicolas Fabry de Peresque, personnage assez connu. Et fort heureusement, nous avons encore aujourd'hui la correspondance échangée entre Don Polycarpe et Peresque. Ces lettres sont conservées par la bibliothèque Méjeanne d'Aix-en-Provence, qui a eu la bonne idée de les numériser et de les mettre en ligne sur son site internet, ce qui est facile d'y accéder. Donc voici quelques extraits de ces lettres. Il y a une lettre qui va nous intéresser particulièrement, c'est cet extrait ici. Donc voici la transcription en français moderne. C'est avec la pensée et le silence que je dois révérer la mémoire de tant d'obligeantes faveurs que vous nous avez départies au premier bonheur de notre rencontre, puisque je n'ai de paroles propres à les exalter, pour les exalter comme elles le méritent. Lisez-en donc les remerciements, s'il vous plaît, dans mon âme. Lisez-en donc les remerciements, s'il vous plaît, dans mon âme, et n'oublions pas que son âme est nommée Angélique. Et Don Polycarpe sera partout présenté comme une sorte de rat de bibliothèque. Voici par exemple l'extrait du Journal des savants, qui parle de lui, et qui nous dit « Il entra dans les plus célèbres bibliothèques et dans les archives des anciens monastères, où il recueillit ce qu'elle renfermait de plus rare et de plus curieux. » Et donc, Don Polycarpe décide, à partir de ce moment-là, de faire œuvre d'historien. Il entreprend d'écrire l'histoire d'Avignon et celle des évêchés, de tous les évêchés de France. Donc, très gros travail qui aurait dû compter 17 volumes, une fois publié. Mais, l'œuvre étant vivement critiquée dès son vivant, le livre ne sera jamais édité et il restera à l'état de manuscrit. Alors, on a à ce sujet le témoignage d'Honoré Bouche, qui est un historien de la Provence, qui, dans son livre Chorographie ou description de Provence, paru en 1664, il parle de Polycarpe. J'ai la transcription, il nous dit Polycarpe de la Rivière,
une des plus claires lumières de l'Antiquité, et quoique cette œuvre, par un secret jugement des hommes, soit encore dans les ténèbres, j'atteste pourtant de l'avoir vue en 1637, entre les mains de son auteur, dans la chartreuse de Bonpas, entièrement achevée et en l'état d'être mise sous presse. Et ces manuscrits sont aujourd'hui conservés par la bibliothèque Inguimbertine à Carpentras. Fort heureusement, ils n'ont pas été perdus. Donc il est possible de les consulter. 1638, Polycarpe souffre de rhumatisme, donc il décide de quitter Bonpas et la Provence. Il veut se rendre en cure en Auvergne. Et il arrive à la chartreuse de Moulins, en Bourbonnais. Il s'y repose quelque temps. On peut penser qu'il va aller se rendre en cure à Bourbon-Lancy, qui n'est qu'à 30 km, et qui est accessible par une très bonne route déjà à l'époque. Mais au lieu de cela, il décide d'aller au Mont d'Or, qui est à plus de 150 km, au cœur de l'Auvergne, et bizarrement, au Mont d'Or, où pourtant on ne soigne pas le rhumatisme, mais l'asthme. En septembre 1639, Don Polycarpe se met en route. Il fait halte à Clermont. À Clermont, il renvoie les chevaux et les domestiques, et il poursuit seul le voyage, à pied. Il part sur le chemin du Mont d'Or, et il n'arrivera jamais à destination. Il disparaît mystérieusement en route, et sa disparition inexpliquée reste encore un mystère aujourd'hui. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Alors, si on fait un petit résumé de ce que je viens de dire, donc Don Polycarpe usait souvent du mot angélique, nom qu'il avait donné à son âme. Il demandait à Peresque d'y lire ses remerciements. Angélique est aussi le titre de l'un de ses livres, et donc tout laisse penser qu'il fut membre d'une certaine organisation ou société également nommée Angélique. Société Angélique. Alors il se trouve que dans les années 80-90, plusieurs livres ont évoqué cette mystérieuse société. Il y a d'abord le livre de Michel Lamy, qui est paru en 1984, Jules Verne, initié et initiateur, et Paris maçonnique, ouvrage de Dominique Semsefond, qui est paru en 1996. Les deux disent à peu près la même chose. Il est évident que le second semble avoir copié sur le premier. Tout au moins, les deux livres ont puisé à la même source d'inspiration, qui sont les écrits d'un certain Claude Sostène Grasset d'Orsay. C'est un érudit qui, à la fin du 19e, début 20e siècle, a publié des quantités d'articles dans la Revue britannique. Donc, Grasset d'Orsay, nous n'avons apparemment aucune photo de lui, on connaît seulement son blason, qui est un dauphin, et on a un exemplaire par contre de sa signature. Alors c'est un érudit très prolifique, il a écrit une quantité de choses. Donc moi j'ai découvert Grasset d'Orsay par ce biais-là. Et alors ces écrits ont été rassemblés une première fois en 1983 en 2 volumes sous le titre général Matériaux cryptographiques. Ils ont été réédités entre 2000 et 2002, entre autres sous le titre Œuvres décryptées. Il y a plusieurs autres volumes, ça c'est les 2 principaux. Alors si on s'arrête quelques instants sur les théories de Grasset d'Orsay, lui il nous dit que le monde de l'Ancien Régime était partagé entre 2 forces occultes rivales. On avait d'un côté l'ordre des Gouliards, qui était un soutien du pape, opposé à la réforme, bien entendu, favorable à la Ligue, et de l'autre côté l'ordre des forestiers, fendeurs, charbonniers, donc les carbonari italiens, qui au contraire étaient partisans du pouvoir séculier et qui étaient bienveillants envers la réforme. Alors l'ordre des Gouliards était composé de maçons, qui étaient des gens d'action, d'écribouilles, qui étaient des gens de pensée, des écrivains, des peintres et des graveurs. Les graveurs, c'est ceux qu'on nommait les Gilles-Pins. De l'autre côté, l'ordre
des forestiers, composé d'esclopins, qui sont des gens de la forêt, des groliers, qui sont des cordonniers, donc des citadins, et, encore une fois, de peintres, de graveurs, toujours ce qu'on nomme les Gilpins. Donc on a les Gilpins d'un côté et les Gilpins de l'autre. Les Gilpins forment une corporation extrêmement puissante à l'époque, qui a été rendue très puissant par l'invention de l'imprimerie. Et donc on peut dire qu'ils ont réussi à noyauter les deux ordres occultes rivaux. Alors les Gilpins, qu'on appelle aussi les Saint-Gilles ou Saint-Gilpins, Grasset d'Orsay nous en parle beaucoup. Il nous dit par exemple que c'est une société placée sous le patronage ultramaçonnique de Saint-Gilles, dont les adeptes avaient pris pour cimier une tête d'ange, chef Angèle. Et il nous dit également, dans un autre article, un chef d'ange, chez Angel, ça se prononçait chez Angel, est l'hiérogramme le plus fréquent des Saint-Gilles ou Saint-Gilpins. Alors il faut comprendre ce qu'il dit Grasset d'Orsay. Donc en fait, il faut faire appel à une variante de ce qu'on appelle la langue des oiseaux, variante qui est nommée le grimoire. C'est assez compliqué. Donc le grimoire consiste à faire disparaître les voyelles d'un mot, d'une expression, pour ne garder que la structure des consonnes sonores. Donc dans chef Angel, qui se prononce chez Angel, nous allons retirer le E et le F qui ne se prononçaient pas, le A et le E de Angel. Donc on ne garde que la structure des consonnes, CH et NGL. Et si on réintroduit d'autres voyelles, on obtient Saint-Gilles, ou par glissement du CH vers le S, Saint-Gilles. Vous allez me dire que ce genre de gymnastique, on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui, n'importe quoi, c'est tout à fait vrai. Mais c'était un genre de jeu de mots dont les gens de l'époque étaient extrêmement friands. Et donc la règle absolue des grimoires, c'est que ça se décrypte toujours en français. Et donc les Gilpins semblent être les dépositaires d'un secret qu'ils transmettront à travers l'art tout au long des siècles. Et donc au XVIe siècle, Lyon est devenue la capitale de la pensée. Les plus grands esprits et les plus grands initiés sont en place, comme les pièces d'une partie d'échecs prêtes à se jouer. Voilà pourquoi c'est à Lyon et dans nulle autre ville en Europe que les Gilpins choisissent pour y créer, dans l'ombre, la société angélique, qui va nous intéresser maintenant. Pour Grasset d'Orsay, la société angélique a été fondée par l'imprimeur Griffe. Alors voici l'extrait de son article, c'est paru dans son article consacré au songe des polyphiles, publié en 1881. Donc, voilà, il nous dit le cénacle de savants et d'artistes, tel que celui que le grand imprimeur lyonnais Griffe avait fondé sous le nom de Société Angélique. Un deuxième article où il dit à peu près la même chose. Il dit autour de lui s'était groupée une pléiade de savants et de littérateurs qui s'intitulait la Société Angélique. Alors, ce qui est intéressant, c'est de rechercher quelles étaient les sources du Grasset d'Orsay. Dans ces sources, il les cite. Il ne les cite pas souvent, mais il les cite. Il faut bien lire ce qu'il écrit pour les trouver. Donc, parmi ces sources, il y a par exemple ce livre de Pierre Gauthier, qui s'appelle Études sur le XVIe siècle, qui a été publié en 1893. Et donc Pierre Gauthier nous dit, le grand éditeur Griffe, etc., libéral et savant, il avait fondé autour de lui une société d'érudits et de savants, la Société Angélique. Donc on peut s'intéresser à ce Griffe, de son vrai nom Sébastien Griffus, qui est présenté comme le père de la Société Angélique. Donc Sébastien Griffus, il est originaire d'Allemagne, il s'est installé à Lyon donc aux alentours de 1500, 1510, quelque chose comme ça, si je me souviens bien.
Sa devise, c'était en latin Virtute Duce Comite Fortuna, la vertu pour guide, la fortune pour compagne. Et sa marque d'imprimerie que vous avez ici, c'était un griffon qui tient entre ses pattes un parallélépipède auquel est attaché un globe ailé. Alors, si on veut tout savoir sur Sébastien Greffus, il y a un ouvrage incontournable vers lequel la bibliothèque municipale de Lyon oriente immanquablement les chercheurs. Alors, voici le site internet de la bibliothèque municipale de Lyon, et plus particulièrement la page qui s'appelle le guichet du savoir. Donc c'est un service qui a été mis en place par la bibliothèque. Le principe, c'est que si vous avez une question, une fois que vous êtes inscrit, ce qui est gratuit, vous posez votre question, n'importe laquelle, et les bibliothécaires vous répondent dans les 3 jours. Donc voici une question qui a été posée par une étudiante en histoire de l'art, qui dit « Je poursuis des recherches sur une Sébastien Greffus. Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'indiquer quels ouvrages pourraient m'être utiles pour constituer une biographie de l'imprimeur ?» Et les bibliothécaires répondent, ils disent « Le 8e volume de la bibliographie lyonnaise, recherche sur les imprimeurs, libraires, relieurs et fondeurs de lettres Lyon au XVIe siècle, publié par Henri Baudrier, contient d'importantes notes biographiques dans les 25 premières pages de la notice consacrée à Sébastien Greffus et à ses héritiers. » Alors ce livre, qui est donc publié en 1910, le voici, c'est un très grand livre, un gros pavé. Et voici donc le passage où il nous parle de la Société angélique, parce qu'il en parle évidemment. Et alors Henri Baudrier, lui, il nous dit des choses intéressantes. Alors il y a 2 informations essentielles. Premièrement, il nous dit que ce M. Gauthier, dont on parlait il y a 5 minutes, il dit non, lui, il confond probablement avec l'Académie de Fourvière, dite aussi angélique, signalée par le père de Colonia dans son Histoire littéraire de Lyon, etc. Donc il y aura identité entre la société ou Académie angélique et une certaine Académie de Fourvière. Et deuxième information, donc cette société angélique est en fait une réunion amicale et littéraire établie par le très pieux président Delange dans sa maison de campagne, riche en livres, médailles et curiosités, mais dont l'existence n'est pas documentairement établie, ce qui est vrai parce qu'on trouve très peu de documentation. Donc la deuxième information essentielle, c'est que la société ou Académie angélique a été fondée par un certain président Delange et non pas par Griffe. Néanmoins, il était bien évident que ce Griffe a dû en être un des piliers. Donc on va essayer d'y voir plus clair à la lumière de quelques textes choisis. Alors, premier texte, c'est l'ouvrage de Claude-François Ménestrier, Bibliothèque curieuse et instructive. C'est lui aussi une des sources de Grasset d'Orsay, publié en 1704. Et il nous dit l'une des premières académies établies au-dessus des monts fut, sur l'exemple de celle d'Italie, fut celle que tint à Lyon une douzaine de savants amateurs de beaux-arts au commencement du XVIe siècle. Donc une académie créée à Lyon au début du XVIe siècle, dont étaient entre autres un certain nombre de savants, Gonzalve de Tolève et André Victor. Là, on peut noter la concordance des textes. Ménestrier nous dit il y a un commerce de lettres parmi les chambres de lettres, de littérature, qui tient lieu de conférences, et Grasset d'Orsay, il nous dit presque la même chose, puisqu'il dit à propos de la Société angélique, on la nommerait aujourd'hui une agence de correspondance. Donc toujours Ménestrier nous dit voilà, Humbert Fournier, frère ou tout au moins, ou du moins proche parent de Hugues Fournier, premier président du Parlement de Bourgogne, rendit compte de ses assemblées ou conférences à Saint-Forien-Champier, etc. Alors on va s'arrêter quelques secondes sur ce Saint-Forien-Champier et sur les autres membres érudits de cette Académie de Fourvière. Saint-Forien-Champier, il existe un portrait de lui. C'était un humaniste, un érudit, un peu touche à tout. Il a publié plusieurs livres, un petit peu dans différents domaines. C'était un médecin, mais il a publié des livres sur des tas de choses. Et bon, il existe aussi cette allégorie
Donc là, il est représenté en bas à gauche, avec son épouse en bas à droite, qui était une cousine du chevalier Bayard. Donc ils ont leurs blasons respectifs. Et ils se sont représentés, comme c'était un petit peu la mode à l'époque, évidemment devant la scène de la crucifixion de Jésus, et avec également en personnage Saint Symphorien, donc son saint patron, qui est représenté dans la scène de son martyre, évidemment. Donc scène totalement anachronique, mais ça c'était tout à fait dans l'esprit du temps. Et autre érudit qui fut membre de ces réunions de l'Académie de Fourvière, c'est Pierre Salat, qui a fait construire à mi-pente de la colline de Fourvière une grande maison qu'il a baptisée l'Anticaille. On dit aujourd'hui l'Anticaille avec une apostrophe et avec un Q. Donc voici l'ancienne porte de l'Anticaille telle qu'elle est aujourd'hui, et tout en haut nous avons le blason des Salats. Et on trouve à la bibliothèque municipale de Lyon des documents, l'ex libris de Pierre Salat, où on peut lire « Ce livre est à Pierre Salat, varlet, donc valet de chambre du roi, notre sire ». Et on a également l'ex libris de son épouse, Marguerite Bulliou. Je suis à Marguerite Bulliou. Alors les Bulliou, puisqu'on en parle, c'est une très grosse famille lyonnaise. On trouve leur blason en différents endroits de Lyon. Entrée d'immeuble au 14 rue du Bœuf, une fontaine au 8 de la rue Juivry. On trouve également ces armes sur les reliures, qui sont aujourd'hui, reliures de livres, qui sont aujourd'hui conservées à la bibliothèque municipale. Et on va revenir maintenant à l'examen des textes. Donc Dominique de Colonia, on l'a déjà évoqué, qui publie une histoire littéraire de la ville de Lyon en 1730. Voici la page où il nous parle d'une académie littéraire de Fourvière ou de l'Angélique. Et il nous dit, ce fut à peu près dans les temps dont vous venez de parler, c'est-à-dire au début du XVIe siècle, qu'il se forma dans Lyon une assemblée littéraire composée des hommes les plus distingués dans l'Église, dans l'épée et dans la robe. Et il nous dit encore, le lieu où ils s'assemblent régulièrement était une d'assez belle maison au-dessus de l'église de Fourvière. On la nomme encore aujourd'hui l'Angélique, parce qu'elle fut acquise par M. Delange, voici M. Delange, premier président et lieutenant général du présidial de Lyon, etc. Et il nous dit aussi, il nous parle également de Balthazar de Villars, son gendre. Donc nous apprenons que l'Académie se réunit à Fourvière, dans une maison nommée l'Angélique, appartenant à M. Delange, qui est donc le beau-père de Balthazar de Villars, qui deviendra le mécène de Don Polycarpe de la Rivière quelques années plus tard, puisque là on est au début du XVIe siècle, au milieu du XVIe siècle. Autre source, Émile Guillon, qui écrit Lyon tel qu'il était ou tel qu'il est, en 1807. Voilà, donc il dit en 1500, il existait sur la montagne de Fourvière une très ancienne et célèbre académie. Cette académie, ayant ressenti les effets du temps qui mine tout, fut renouvelée 70 ans après par Nicolas Delange, qui l'assembla dans sa maison située à Fourvière, à laquelle il avait donné le nom l'Angélique. Mémoire de l'Académie royale de Lyon, donc publié en 1845, il n'y a pas de nom d'auteur. Donc voici le passage. Voilà, on nous dit les troubles qui agitèrent si violemment la population lyonnaise, donc c'est la guerre de la religion, interrompirent les assemblées de l'Académie, et ce ne fut que que Nicolas Delange, premier président et lieutenant général du présidial de Lyon, réorganisa la société et lui donna pour siège la maison de Fourvière, où elle avait tenu si longtemps ses séances. Il avait acheté cette maison à cet effet et lui avait donné son nom, l'Angélique, qui passa également à la société. Là, c'est intéressant, c'est important ce qu'il écrit, l'Angélique, qui passa également à la société. Donc là, pour la première fois, on nous dit que cette société, elle pourrait bien s'appeler l'Angélique, en 1845. Et un autre extrait, là, c'est un petit peu vite d'ailleurs. Voilà, donc c'est en 1877. Là aussi, on utilise pour la première fois l'expression société angélique. Voilà, qui, à partir de ce moment-là, va passer à la postérité et tous les documents ultérieurs l'utiliseront, en particulier, donc, Gratien d'Orsay,
Et puis on a un autre exemple, en 1911, Revue des bibliothèques, où on nous dit un petit groupe d'Écossais se rendit à Lyon, qui était alors un centre de vie intellectuelle très attrayant. La Société angélique de Lyon leur fit un aimable accueil et le célèbre Sébastien Griffe imprima leurs ouvrages. Voilà, donc tout ce qui précède. Donc les textes nous orientent vers Nicolas Delange, on a maintenant son prénom, qui se présente comme le fondateur, ou tout au moins le fédérateur de la Société angélique. Donc Nicolas Delange, vous avez compris qu'il était un magistrat, un personnage très important. Et il semblerait en effet que ranimer la flamme d'une organisation angélique un petit peu antérieure. Et donc, avant de nous intéresser à ce Nicolas Delange, on va essayer de retrouver les traces de la Société angélique originelle. Pour ça, il faut qu'on se déplace un peu. Et nous allons à Venise. Alors bien entendu, si vous allez à Venise, pour retrouver les traces de la Société angélique, il faut aller au-delà des quartiers touristiques, au-delà de la place Saint-Marc et de la foule des touristes, au-delà du pont de Rialto. Le pont de Rialto, beaucoup de touristes s'agglutinent dessus, très peu le traversent, et personne ne s'aventure de l'autre côté. Pourtant, c'est ce que nous faisons. De l'autre côté se trouve le quartier San Polo, et là nous sommes dans le Rio Terra Segundo. Vous voyez que d'un seul coup, il n'y a plus personne, il n'y a plus de touristes. Et là, dans cette rue, la maison à droite va nous intéresser. Alors là, on s'est tourné dans le sens, elle est à gauche. C'est l'ancienne maison de l'imprimeur Aldo Manuzio. Donc on a en façade une plaque commémorative, gravée, qui est en italien, la traduction. Dans cette maison qui était celle d'Aldo Manuzio, Aldo Pio Manuzio, l'Académie Aldine se réunissait, et d'ici la mémoire des lettres grecques est venue éclairer les peuples civilisés. Donc, plaque qui a été mise en place par l'école des lettres grecques de l'université de Padoue en l'année 1876-77, a voulu pour l'avenir résigner cet endroit célèbre, etc. Donc, l'Académie Aldine, qui est ainsi désignée, c'était pas autre chose un premier essai d'Académie angélique ou de Société angélique. Quand on étudie un petit peu l'Académie Aldine, on se rend compte que c'était exactement la même chose. Alors, il y a un autre endroit dans Venise où on peut trouver des traces, c'est le Campo San Paternian. Donc voici à quoi ça ressemblait à la fin du XIXe siècle. L'église dont vous voyez le clocher, qui avait un clocher pentagonal. C'était le seul clocher pentagonal ou polygonal, je disais exactement, on ne sait pas très bien comment il y avait de pan, polygonal. C'était le seul clocher de ce type dans Venise, mais ça a disparu aujourd'hui. Alors voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui. Donc ça a même changé de nom, c'est devenu le Campo Manin. Et on trouve quand même quelques souvenirs. Donc au sol, au niveau de la statue, on a une dalle qui est gravée, qui représente le plan de la place telle qu'elle était autrefois. Donc l'église San Paternian qui a disparu, et on voit que derrière l'église se trouvait l'Accademia Aldina. Et en fait, c'est là que Aldo Manuzio a eu également son atelier. Il a occupé successivement deux maisons. Donc la première maison qu'on a vue, dans le quartier San Polo, et cette maison-là qui était beaucoup plus grande. Là, on est revenu dans le quartier San Marco. On n'est pas très loin de la place San Marco. Voilà, la mention de l'Accademia Aldina. Et donc, ce très beau bâtiment que vous voyez au fond, bâtiment moderne des années 70, bâtiment de la Caisse d'épargne, qui est très décrié par les Vénitiens, évidemment, parce que par rapport au Palazzo, ça jure un petit peu. Mais néanmoins, ce bâtiment moderne a conservé une plaque, une stèle commémorative, qui est rédigée en italien. Aussi la traduction, Aldo Pio Paolo Aldo de Manuzio, prince de l'art de l'imprimerie au XVIe siècle. Donc c'est Aldo Manuzio et ses fils et son petit-fils, ses deux successeurs au XVIe siècle. Avec les livres classiques répandirent depuis cet endroit une nouvelle lumière de la sagesse civile, la Caisse d'épargne 1881, etc. Alors c'est Aldo Manuzio qui nous intéresse maintenant. Donc c'est lui qui a publié en 1499 un ouvrage absolument culte
qui s'appelle en italien Ipnerotomachia Polychili, édition italienne. On a donné en français Le songe de Polychile. Alors voici une gravure très célèbre de l'édition italienne et la même gravure dans l'édition française en 1546. L'édition française, évidemment, à l'époque, il n'y avait pas de photocopieuse, il n'y avait pas de scanner, donc il a fallu redessiner et regraver absolument toutes les illustrations. Vous comprenez l'importance des graveurs, de la corporation des graveurs, ce qu'on appelle les Gilles-Pins. Et donc les gravures du songe de Polychile révèlent, et ça Grasset d'Orsay en parle longuement, l'organisation des sociétés secrètes de la Renaissance, dont la Société angélique, et cela grâce à la langue des oiseaux et grâce au grimoire dont je vous ai fait une petite démonstration. Alors dans le songe de Polychile se trouve qu'il y a 9 gravures, et seulement 9, où apparaissent des anges. Alors voici la première, où on a dans un coin une tête d'ange. La seconde, où on a 3 petites têtes d'ange. La troisième gravure, ce sont 3 anges, on voit leurs ailes repliées. La quatrième gravure, on a également des petites têtes d'anges, ailées. La cinquième gravure, ce sont 2 petits anges. Dans la sixième gravure, on a également un ange qui est ici. Dans la septième, c'est une tête d'ange ailée. La huitième, on retrouve également une tête d'ange ailée. Et la neuvième, toujours une tête d'ange. Donc ces 9 gravures, finalement, il faut évidemment les décrypter, les décoder, et elles dévoilent, une fois qu'on les a décodées, les 9 grades de la société angélique. Alors je ne vais pas vous faire la démonstration parce que ce serait très compliqué et très long. Je renvoie à mes livres pour ça, où vous retrouverez la démonstration expliquée en détail. Donc nous restons pour l'instant à Venise, nous allons nous intéresser à cette maison, dans le quartier du Dorso d'Oro. Et en façade, on a des médaillons qui sont sculptés, et également un petit bas-relief. Voici le médaillon, il représente un aigle au-dessus d'un lapin. En aigle, lapin, par la magie du grimoire, tel que je vous l'expliquais tout à l'heure, si on ne garde que les consonnes sonores, on obtient Gilles-Pin. Vous allez me dire, en italien, c'est pas possible, certes, mais je vous ai bien dit, ce genre de décryptage se fait toujours en français, qui était la langue des initiés et la langue parlée par les humanistes à l'époque. Et donc le bas-relief qu'on trouve toujours sur cette même façade, on représente un homme sauvage, poilu, il a la barbe en pointe, il montre le ciel d'une main et il tient une massue de l'autre main. C'est important de le signaler, on verra pourquoi dans un instant. Là on va revenir à Lyon pour nous intéresser donc à Nicolas Delange, qui est né à peu près en 1525 et qui a vécu jusqu'en 1606. Il a donc vécu 81 ans, ce qui est exceptionnel pour l'époque. Alors on trouve à la bibliothèque municipale de Lyon pas mal de manuscrits qu'il a laissés par lui ou par sa fille. Donc ce manuscrit, on voit écrit « Mémoire de feu Monsieur Delange, mon père, touchant la famille des Delange, et une généalogie qu'il avait commencée et que j'ai mise au mieux que j'ai pu parce qu'elle était sur des morceaux de papier pour servir à mes filles. » Ça, c'est sa fille Louise Delange qui a écrit ce petit morceau de papier. Donc, grâce à ces documents, nous pouvons retracer la généalogie familiale des Delange. Donc, la lignée maternelle qui commence avec Thomas Fournier, chemin de Lyon, qui a donc une fille, Françoise Fournier, et un fils, Pierre Fournier. Donc ce Pierre Fournier, c'est le père de Hugues Benoît et Humbert Fournier, qui sont les fondateurs de l'Académie de Fourvière, dont on a parlé. Et cette Françoise Fournier, avec son époux Barthélemy Belièvre, elle a 2 enfants, Claude Belièvre et Françoise Belièvre, laquelle Françoise épouse Nicolas I Delange, premier du nom. Et donc ils ont un fils, Nicolas II Delange, c'est lui qui nous intéressait maintenant. Donc la généalogie maintenant maternelle, la lignée maternelle, donc je passe sur les ancêtres. Barnabé I Delange, lui, il a 2 enfants, Humbert, la lignée aînée, établi en Nivernais, et Barnabé II, donc la lignée cadette,
qui s'est établi à Lyon et qui épouse Marie de la Bernardière. Et ils ont un certain nombre d'enfants, donc parmi eux Nicolas I de Lange qui épouse Françoise Belièvre, et ils ont Nicolas II de Lange qui naît donc en 1525. Voici l'acte de mariage de Nicolas de Lange, premier du nom, et de Françoise Belièvre, qui est conservé à la bibliothèque municipale de Lyon, où on peut déchiffrer le nom de Nicolaus Lange et de Francescam Belièvre. C'est écrit en latin évidemment. Et donc voici le château de Lange qui se trouve à Saint-Paris-de-Châtel dans la Nièvre, c'est près de Nevers. Donc c'est là que naît Nicolas de Lange qui nous intéresse. Et Nicolas de Lange allait rédiger tout un manuscrit qui est conseillé à la bibliothèque, qui est intéressant, que j'ai pu consulter et photographier, c'est intéressant à étudier. Ah, voici la transcription en français moderne. Là, il nous parle au début donc, du château de Lange. La maison au château de Lange en Nivernais est située entre les deux rivières, Loire et Allier, à 3 lieues de Nevers et 2 de Saint-Pierre-de-Moustier, en paroisse de Saint-Paris-de-Châtel, etc., etc. Bon, etc., on passe rapidement. Et il nous parle quand même d'un personnage qu'il appelle le grand Skanderberg, prince de Croix en Grèce, grand seigneur, en chassa tous les chrétiens qui lui avaient fait si âprement la guerre, du vivant du dit Skanderberg. Donc, quand il dit grand seigneur, c'est l'Empire ottoman. Et entre autres, ceux de la famille des anges, qui étaient illustres, étaient plus proches parents du dit Skanderberg, et ce parce qu'ils ne voulurent prendre la foi mahométane, et aussi qu'ils avaient suivi le dit Skanderberg en guerre, entre lesquels il y avait un cardinal, etc. Donc Skanderberg, le voici. Il s'appelle de son vrai nom Georges Castriotti. Bon, c'est un héros albanais du XVe siècle, qui est prince de Krouillé, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est en Albanie, et donc il a passé sa vie à défendre l'Albanie contre les attaques de l'Empire ottoman. Voilà, les 2 premières sorties, il se retira à Venise, etc., parce que les Vénitiens avaient toujours eu amitié et considération avec le dit Skanderberg. Et il nous dit encore, l'autre qui était le plus averti se mit au service du duc de Bourgogne, et il fut fait des affections de sa maison, lequel le duc le récompensa de la seigneurie, à jamais nommé Lange, qui lui était devenu par le décès du seigneur, etc., etc. Alors en 1550, aux alentours de 1550, donc Nicolas de Lange, il épouse une Louise de Vinol. C'est intéressant, parce que cette Louise de Vinol est la fille de Pierre de Vinol, qui, avec Claude Vinol et Antoinette de Vinol, sont les 3 enfants d'Antoine de Vinol, qui était le seigneur d'Argigny à la fin du XVe siècle. Le château d'Argigny se trouve dans le Rhône, donc pas très loin de Lyon. Vous avez peut-être entendu parler, on en a beaucoup parlé dans l'histoire du trésor des Templiers. Ça a beaucoup attiré les amateurs d'ésotérisme, ça continue beaucoup à attirer des tas de gens. C'est un château qui est très mystérieux. Donc c'est quand même intéressant de voir que Nicolas de Lange, il est lié d'assez près par sa femme à ce château, et on va voir qu'il a de la suite dans ses idées, puisqu'il aura 2 femmes successives, et ces 2 femmes seront liées au château d'Argigny. Donc aussi, à quoi ressemble Lyon vers 1550 ? Alors pour vous situer au premier plan, c'est la Croix-Rousse, donc en face c'est la colline de Fourvière, tout à fait au fond de l'horizon sud c'est le massif du Pilat, qui est largement surdimensionné évidemment. Entre les 2 collines coule la Saône, qui va se jeter dans le Rhône. Nous avons la cathédrale Saint-Jean, qui est en bas de la colline. À mi-pente, la maison de l'Antiquaille, avec les 2 clochers pointus. Et tout en haut, donc la colline de Fourvière. Et Nicolas de Lange, donc vers 1550, il commence à acquérir plusieurs terrains sur la colline de Fourvière pour se constituer un vaste domaine sur le flanc nord. Alors voici Lyon aujourd'hui, là c'est vraiment la carte postale. Donc nous avons la Saône toujours au premier plan, la cathédrale Saint-Jean, en bas à droite c'est le palais de justice, la basilique, célébrissime, et la tour métallique, non moins célèbre. Donc la basilique Notre-Dame, qui est une œuvre de Pierre Baussan et Sainte Marie Perrin.
Alors ça peut être intéressant pour nous parce que, bon, alors si on en croit les thèses exposées par Franck Dafos, ces deux architectes seraient les véritables architectes du domaine de la Bessonnière à Fourvière, à Rennes-le-Château. Ça reste évidemment à prouver. Alors 2000 ans plus tôt, voici à quoi ressemblait la colline de Fourvière. Donc ici, c'est levé à la place le forum de la cité romaine de Lugdunum. Et donc voici à quoi ressemblait la cité romaine de Lugdunum, qui était établie sur la colline. Donc la ville était alimentée en eau par 4 aqueducs qui captaient l'eau à des distances assez longues. Et donc ces 4 aqueducs arrivaient ici dans un grand réservoir, c'est le réservoir de Cybèle, qui était situé au point le plus haut de la ville, et qui redistribuait des réservoirs secondaires. Un premier réservoir situé ici, qui est le réservoir dit de Trion, et un deuxième réservoir qui porte le nom de Croque-Ronde, ce qui veut dire grotte ronde, et c'est le futur domaine de l'Angélique. Ce qui restera de la Croque-Ronde au XVIe siècle sera racheté par Nicolas de Lange. Voilà un dessin extrait interprété à partir du plan scénographique de Lyon de 1550. Donc on a la collégiale de Fourvière, la maison occupée par l'Académie dans un premier temps, qui est ici, et la ruine qui sera rachetée par Nicolas de Lange pour y construire la maison à laquelle il donnera le nom d'Angélique. Et quelques temps plus tard, donc 1625, la grande vue de Lyon de Simon Maupin, donc on voit toujours la chapelle de Fourvière, et on voit que la maison de l'Angélique, qui est ici, est construite depuis déjà quelques années. Voilà, donc Fourvière vers 1562, là cette fois c'est un plan, donc le nord est à droite. Alors, donc pour vous situer, nous avons donc ce vaste domaine de l'Angélique qui fait à peu près 12 hectares et demi. Donc la ruine qui a été achetée par Nicolas de Lange, dont il va faire une belle maison. Et puis tout ce domaine donc, qui s'étale jusqu'au bas de la colline. Il y a un observatoire qui en fait partie, on en reparlera dans un instant. Et tout en bas, la maison Lange, et donc pour aller de l'un à l'autre, la montée des anges, qui est devenue aujourd'hui la montée de Nicolas de Lange. Une vue de Lyon en 1585, donc si on agrandit un petit peu, donc voici la colline de Fourvière, et on voit que la maison de l'Angélique est parfaitement visible sur cette vue. Donc voici à quoi ressemblait la ruine de la Croque-Ronde lorsque Nicolas de Lange la rachète, et il va construire sa maison, et il va intégrer sa maison à l'intérieur des ruines, sans toucher aux ruines. C'est assez particulier. Alors la maison, elle est construite, on a 2 dates précises, puisqu'en 1559, c'est la visite du savant italien Gabriele Simeoni, qui nous dit que la maison est en construction. Et en 1564, les notables de Lyon se réunissent chez Nicolas de Lange à l'Angélique. Donc il est certain qu'en 1564, la maison est terminée. Alors on sait exactement à quoi ressemblait la maison, parce que, comme elle était encore visible en 1870, quand on a dressé le plan parcellaire de la ville de Lyon, qui est conservé aux archives, voici la maison. Donc elle a été constituée de 5 corps de logis, avec une petite cour, et un escalier, donc des escaliers intérieurs et un escalier à l'extérieur pour descendre sur la terrasse légèrement inférieure. Donc voici à quoi devait ressembler cette maison, cette fois côté cour. Il en existe des photos, je vais vous en montrer quelques photos. Donc c'est pour ça qu'on sait exactement à quoi elle ressemblait. Alors, pour apporter quelques autres textes, on va attendre que la nuit tombe, puisque c'est à la nuit tombée que les assemblées se réunissaient. Donc le texte qui est intéressant à étudier, c'est la biographie de Balthazar de Villars par Humbert de Terbasse, qui nous dit, à propos de Balthazar de Villars, il aimait la société et la conversation des gens de lettres, il fit de bonne heure partie de l'Angélique, réunion de lettrés fondée par Nicolas de Lange sur le modèle des traditions de l'ancienne Académie de Fourvière. Et il nous dit encore, c'est dans cette maison que se tenaient les réunions de l'Angélique. Et donc, suite au passage des protestants
qui ont détruit l'église Saint-Just sur la colline de Fourvière en 1562. Il y a un débat sur la reconstruction de cette église, et donc les notables décident de se réunir chez Nicolas de Lange en 1564. Donc là, on a des textes qui le précisent. Voilà, c'est un livre écrit par Arsène Cahour en 1838 sur Notre-Dame de Fourvière. Il nous dit, voilà, Nicolas de Lange s'occupait de la reconstruction de leur église, et il nous dit précisément, les arbitres du sort de la chapelle Notre-Dame se réunirent à l'Angélique le 29 mars 1564. Voilà, il nous dit encore, l'Angélique, ainsi appelée du nom de Nicolas de Lange, qui l'embellit, fut le berceau des muses lyonnaises, etc. C'était une maison placée à 100 pas de l'église de Fourvière, dans le site pittoresque, etc. Et il nous dit encore, c'est là que se réunissaient les cercles de littérateurs connus dans l'histoire de Lyon, sous le nom d'Académie de Fourvière, et de Lange, qui les présida à la fin du XVIe siècle, travaillait, etc., etc. Donc on va s'arrêter un instant sur les principaux érudits membres de la Société angélique ou des groupes qui l'ont précédé. Parmi eux, nous avions Thomas Gadan, grosse famille lyonnaise. Donc c'est lui le constructeur d'un immeuble qui est aujourd'hui transformé en musée, c'est le musée Gadan, c'est le plus gros immeuble Renaissance. Ce qui est intéressant, c'est que tout en haut, nous avons des jardins suspendus qui sont inspirés parfaitement des jardins dont on trouve les gravures dans le Songe de Polyphile. Autre grosse famille, c'est les Grolier, donc Jean Grolier, qui a laissé, on trouve à la bibliothèque municipale les reliures de ses livres, avec sa devise Porto mea domine sit in terra viventum, tu es ma part Seigneur sur la terre des vivants, et donc au dos de la même reliure, l'inscription Grolieri et amicorum, Grolier et ses amis. En 1508, Jean Grolier s'est rendu à Venise et il a rencontré l'imprimeur Aldo Manuzio, à qui il a acheté plusieurs livres. Et donc ces livres sont aujourd'hui conservés par la bibliothèque municipale de Lyon. Et parmi ces livres se trouve bien entendu le fameux Hypnerotomachia Polyphili, le songe des Polyphiles, l'édition italienne. Autre personnage important, c'est Johannes Kléberger, ce qu'on appelle le bon allemand. Donc, un personnage venu d'Allemagne, très généreux, voilà, les Lyonnais ont élevé une statue. Et puis, autre personnage important, c'est Claude Bellièvre, qui était l'oncle de Nicolas de Lange, qui possédait tout un pâté de maison dans le Vieux-Lyon. Là, je passe rapidement parce que. Autre personnage aussi, c'est Étienne Delay, qui fait partie des humanistes de l'époque. Voilà, la marque d'imprimeur d'Étienne Delay. Maurice Sèvres, qui est un poète, qui est l'auteur de Davy, qui est considéré comme un poème ésotérique, mathématique. Les Vauzel, donc il y a une fratrie, Mathieu et Georges de Vauzel. Des personnages intéressants. Philibert Delorme, également un grand personnage, un architecte. Il n'a pas l'air commode, celui-là. Et il est représenté à Lyon sur la fontaine des Jacobins. Là, c'est connu, hein, c'est l'inventeur du lamellé-collé, qui est toujours utilisé aujourd'hui. Et c'est lui qui a construit dans le Vieux-Lyon la galerie Philibert Delorme, qui est un bel exemple d'architecture. Voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui. Bon, là, je passe rapidement parce que c'est un petit peu trop lyonnais, on va dire. Donc, une autre famille intéressante, c'est les Choul, Guillaume et Jean des Choul, donc les pères et le fils. Alors, sur la colline de Fourvière, nous avons tout en haut l'Anticaille, qui est la maison des Salas, et à mi-pente, nous avons une maison qui ressemble un petit peu, qui était la maison des Choul. Alors, Guillaume du Choul a laissé plusieurs livres. Et son fils a également écrit un livre très intéressant, donc Jean Duchoul. Il a laissé un livre qui s'appelle De Varia Carcus Historia, et en annexe, une description du Mont Pilat. Et c'est la première description connue du Mont Pilat, donc c'est très intéressant pour les gens comme moi qui s'intéressent au Pilat.
Louise Labbé. Donc là, c'est intéressant parce qu'on sait que la Société angélique acceptait les femmes. Donc elle a fait partie des femmes qui ont été acceptées avec ses œuvres. Donc voilà. Dites la Belle Cordière. Jacqueline Stuart aussi, une autre femme. Je passe rapidement. Là, on saute un petit peu les années. Donc voici à quoi ressemble le domaine de l'angélique. Là, on est en 1900. Donc l'angélique existe toujours, la maison est toujours debout. À côté se trouve la tour métallique qu'on a vu en photo tout à l'heure. Et voilà, la tour métallique. Et donc tout le domaine a été racheté par un monsieur Gay, qui fait donc tracer un passage, payant bien entendu, qui permet de monter à Fourvière, qui traverse tout le jardin, qu'on appelle le passage Gay. Évidemment, à l'époque, ça n'avait pas tout à fait la même signification qu'aujourd'hui. Voici la maison de l'Angélique. On la voit sur quelques cartes postales anciennes. Donc elle est blottie au pied de la tour métallique. Et M. Gay, on dit qu'il avait la manie des observatoires. Donc il l'avait agrandi en construisant d'abord cette tour qui était attenante à l'église, à la maison de l'Angélique. Et puis après, comme ça ne lui suffisait pas, c'est lui qui a fait construire la fameuse tour métallique. Alors voilà une vue de Fourvière. Donc la maison de l'Angélique, elle est là. Une carte postale qui date des années 30, c'est une des premières photographies aériennes. Donc la maison de l'Angélique, elle est là, elle est encore intacte dans les années 30. Dans les années 50, elle est là, mais on voit qu'il en manque un petit morceau. Et dans les années 60, elle n'y est plus. Elle a déjà disparu. Tout au moins les parties supérieures. Alors on va se promener un petit peu dans l'ancien domaine de l'Angélique, grâce à quelques cartes postales anciennes. Nicolas de Lange avait rassemblé pas mal d'antiquités qu'il avait découvert lui-même en fouillant dans son jardin. Ces sculptures antiques, elles ont rejoint aujourd'hui le musée gallo-romain qui est à 2 pas de là, et celles qui sont conservées, ce sont des copies. Donc si vous voulez cambrioler la maison d'Angélique aujourd'hui, vous ne trouvez que des copies. Et voilà, on voit tout au fond le fameux observatoire. Donc j'ai parlé, donc je vous reparlerai un petit peu dans quelques instants. Voilà la terrasse, donc la fameuse terrasse qui se situe un petit peu sous la maison et qui a été transformée en restaurant à la fin du 19e siècle. Ça fait envie. Et voilà le même endroit aujourd'hui. C'est totalement privé aujourd'hui. À voir ce qu'il en reste d'Angélique. Ça se situe donc au 12 montée Nicolas de Lange. Voilà donc le côté rue. La façade, donc ce qui reste de la façade, pas grand-chose. En façade, on a une pierre gravée. C'est un bas-relief. C'est un fragment d'un monument funéraire romain. Et puis des chapiteaux, qui sont des chapiteaux style Renaissance. Alors les colonnes sont des colonnes modernes, enfin elles ne sont pas très vieilles. Alors voici donc cette pierre sculptée qui est un fragment de monument funéraire romain. Donc si on reconstitue dans sa globalité, ça devait ressembler à ça. Et c'était un sphinx, ou plus exactement une sphinge, donc un sphinx femelle. Et les chapiteaux, donc on a des petites têtes, on peut dire ceux-ci qui disent je ne sais rien mais je dirai tout, ils ont la bouche grande ouverte. Les chapiteaux de gauche, là c'est l'inverse, je sais tout mais je ne dirai rien. Puisque ce personnage se fait tirer les moustaches par les petits personnages qui sont aux angles. Alors on peut comparer avec les chapiteaux de la cathédrale Saint-Maclou à Pontoise, en région parisienne, qui sont attribués à Pierre Mercier du XVIe siècle, ils sont typiques du XVIe siècle. Et si on compare avec ceux d'Angélique, on voit qu'il y a comme un air de famille. Là nous avons pénétré dans la cour. Nous sommes côté intérieur et tout en haut, une petite sculpture, c'est la 3e. Donc celle-ci nous dit, aux initiés, je révèle tout ce que je sais, puisque c'est une petite tête d'ange avec des rubans qui lui sortent de la bouche. Voilà, on ressemble à la maison de l'Angélique aujourd'hui. Voilà, côté cour, on a descendu l'escalier, et vous avez ici les ruines du réservoir de l'aqueduc romain. Il n'y a à peu près que ça qui a été préservé.
Alors on poursuit la visite. Là nous sommes donc c'est la montée de Nicolas de Lange, c'est toute la montée d'escalier qui longe l'ancien domaine. À mi-pente, nous avons l'une des portes de l'ancien domaine avec cette sculpture, c'est apparemment un chapiteau qui a été récupéré, qui représente apparemment Ixion, personnage de la mythologie grecque, qui a été transporté sur l'Olympe et où il tente de séduire Héra, donc la femme de Zeus. Et Zeus, qui n'est pas content, pour le tromper, il façonne un nuage, en lui donnant l'apparence de son épouse, et donc il punit Ixion en l'enchaînant à une roue tournoyante, où il sera tourmenté par des serpents monstrueux. C'est exactement ce que représente ce chapiteau. Voilà, la représentation graphique, c'est un peu plus net. On voit donc le personnage de Ixion qui est enchaîné à une roue et qui est tourmenté par des serpents. Et ce qui est intéressant, c'est que la roue, c'est Rota, dans le sens poétique, Rota, c'est l'étoile du matin. Donc on a vu que Ixion a été trompé par Zeus, qui a façonné un brouillard en lui donnant l'apparence d'Héra. Et Grasset d'Orsay nous dit, le brouillard ou l'inconnu, principe universel, était en effet le grand dieu de la franc-maçonnerie grecque, aussi bien que de la moderne, la nue qui embrassait Ixion, et que les Grecs nommaient Griffé, l'embrouillé, avec une tête de bœuf pour Hieroglisse. C'est jamais très simple, parce que c'est ce qu'a écrit Grasset d'Orsay, il faut s'y prendre plusieurs fois pour savoir ce qu'il veut nous dire. Et donc j'ai établi un lien entre le mystérieux ordre du brouillard, dont on a parlé, dont on n'a pas parlé, donc c'est... Non, on n'en a pas parlé encore, l'ordre du brouillard, Ixion, Sébastien Griffe et la société angélique. Le brouillard donne un exemple rue Saint-Jean à Lyon par une clé de voûte qui représente une fontaine qui se trouve entre un brouillard, qui se dit skotos en grec, et une étoile. Étoile, donc skotos, variante de Scotia, Vénus, l'étoile du matin. Là, nous sommes tout en bas de la montée Nicolas de Lange, c'est l'autre maison qui lui appartenait, qui s'appelle la maison Lange, qui n'a l'air de rien, mais qui date quand même du XIVe siècle. Là voici de l'autre côté. Donc elle est à l'angle du chemin de Montauban, là voici encore sous un autre angle. Et voici donc l'entrée de l'ancien passage Gay, le passage payant qui permettait de monter à Fourvière. Et on voit ici un cipe, c'est-à-dire un monument funéraire romain qui a été intégré dans la maçonnerie. Et puis Nicolas de Lange avait d'autres maisons dans le Vieux-Lyon. Il avait donc tout un pâté de maisons qui étaient entre la rue Saint-Jean, la place de la Baleine et la rue des Trois-Maries. Voilà le numéro 5 de la place de la Baleine. Le numéro 6. Voilà, je passe rapidement parce que ça concerne surtout des Lyonnais. Le 17 rue Saint-Jean, donc c'est là que... Oui, oui. C'est bon le quart d'heure. J'ai fini le quart d'heure. Je n'ai pas terminé. C'est bon. Voilà la maison de la rue Saint-Jean. Le côté court. La galerie. Voilà, vue d'en haut, donc vue du troisième étage et de la vue sur Fourvière. Donc si on pouvait envoyer une caméra dans le passé, on verrait ça. Donc il n'y aura plus la fameuse tour métallique, mais notre Nicolas de Lange, il devait pouvoir voir le sommet de sa maison, là-haut, sur la colline de Fourvière. Donc le couloir est orné de retombées de voûtes avec des petits anges, voilà, je passe rapidement, et également de blasons. Les blasons de Charles VIII et d'Anne de Bretagne. Et alors ces blasons, on retrouve les mêmes à quelques pas de là, maison Thomasin, place du Change. Et donc 1562, c'est le début des guerres de Lyon. Lyon devient une capitale protestante. L'église Saint-Just sur la colline de Fourvière va être détruite, mais avant sa destruction par les protestants, Nicolas de Lange a eu le temps de récupérer les archives, il les restituera une fois la paix revenue. Bien entendu, il aura eu le temps de les étudier. Un autre sauvetage est opéré donc à l'église Saint-Irénée par Théodore de Bèze, personnage dont vous avez tous entendu parler, je suppose, théologien protestant. J'ai perdu la flèche. Voilà. Donc il récupère à Saint-Irénée un manuscrit du 5e au 6e siècle, version rarissime du Nouveau Testament, qui est connu évidemment sous le nom de Codex Bézé.
Et Théodore de Bèze, c'est intéressant, est le parrain en 1559 du premier fils d'un personnage qui s'appelle Pierre Escriche. Il se trouve que Nicolas de Lange, quelques années plus tard, en 1568, sera le parrain de son second fils. Donc la liaison entre Théodore de Bèze et Nicolas de Lange est intéressante à noter. Pierre Escriche était peintre et graveur, c'était probablement un gipin. La charte de mariage de Nicolas de Lange avec Louise Grolier, 7 janvier 1765, c'est sa deuxième femme. Donc on voit ici Nicolas de Lange, etc. Donc on a vu qu'il avait épousé en première noce Louise de Vinols. Là on oublie Pierre de Vinols. Donc les deux autres de la fratrie qui sont Claude de Vinol, Antoinette de Vinol. Donc Antoinette a épousé Jean Camus, c'est lui qui hérite d'Arginy, et il transmet à son fils Claude Camus, qui épouse Anne Grolier. Et cette Anne Grolier est la sœur de Louise Grolier, qui devient l'épouse de Nicolas de Lange en 1565. Donc c'est le massacre de la Saint-Barthélemy. Et le nouveau gouverneur de Lyon, qui s'appelle Mondelot, ordonne le massacre des protestants. Et une seule voix n'est pas d'accord avec ça, face à lui, c'est la voix de Nicolas de Lange. Ça va lui valoir d'ailleurs un très grand respect. Et en 1573, Nicolas de Lange est nommé premier échevin de la ville de Lyon. Voici le texte qu'on trouve encore aux archives municipales de Lyon. Là, bonjour, donc, messieurs, Nicolas de Lange, etc. Et donc en 1578, Nicolas de Lange achète le château de Cuire, donc qui est aux portes de Lyon. Très gros château, avec une base médiévale. Et l'île Barbe est à 2 pas, l'île Barbe avec tous ses mystères. Et puis en devenant seigneur du Cuire, il devient également seigneur de la Croix-Rouge. La Croix-Rousse. C'est intéressant, parce que la Croix-Rousse, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui est sous la colline. Donc si on peut écarter les maisons, on trouve en dessous tout un réseau de souterrains, ce qu'on appelle les arêtes de poissons. Et voici en plan. Et en image de synthèse. C'est très mystérieux. Et ce réseau de souterrains, ça pourrait être un lieu de réunion très discret pour la société angélique pendant les guerres de religion. Et donc en 1582, Nicolas de Lange marie sa fille Louise avec Balthazar de Villars, le voilà. Et en 1589, donc Lyon adhère à la Ligue et Nicolas de Lange se réfugie à Besançon. Et puis quelques temps plus tard, il est rejoint par son gendre Balthazar de Villars et il s'installe à Trévoux, au bord de la Saône. L'exil dure 5 ans, c'est pas très loin de Lyon, mais quand même suffisamment. Et en 1594, c'est le retour triomphal. Donc on a les actes consulaires qui sont conservés en archives, où on nous dit, et voilà, un grand nombre de notables, entre autres se sont trouvés messieurs messieurs Nicolas de Lange, etc., Balthazar de Villars, lieutenant général, etc. Et donc là, la société angélique va repartir et recruter de nouveaux membres, parmi lesquels Honoré d'Urfé, qui est l'auteur de l'Astrée, qui est considéré comme le premier roman en langue française. Et dans l'Astrée, on a un passage où on parle d'un personnage nommé Clorian, et on sait que il s'est inspiré tout simplement de Nicolas de Lange, et l'anagramme de Clorian, c'est Nicolas plus R, donc on peut dire que Clorian a un R de Nicolas. Alors si on décortique le texte, on nous dit Clorian pour s'occuper d'un... s'est retiré dans une maison qu'il avait dans l'enceinte de la ville, donc ça correspond tout à fait à la maison de Nicolas de Lange, qui est à l'intérieur de l'enceinte de la ville. Si on promène les regards côté Rhône, on aperçoit la forêt de loin. Si on se tourne vers le temple de Vénus, on découvre justement des Sébuviens, c'est-à-dire le Pilat, quelquefois. Si on regarde l'Arar, autrement dit la Saône, on voit jusqu'au Séquanois, autrement dit la Bourgogne. Et lui aussi nous parle de la fameuse tour au sommet de laquelle on a bâti un cabinet, regarde de quel côté, c'est le fameux observatoire qu'on trouve donc dans l'ancien domaine. Donc parmi les membres qui sont recrutés à cette époque, on a le nommé Loïs Papot, qui écrit un poème à Marguerite de Valois, avec des gravures inspirées du songe de Polyphile, où on trouve exactement la même montagne, d'un côté comme de l'autre. Et également, on peut noter que cette gravure semble inspirée également du frontispice de Don Polycarpe de la Rivière, puisqu'on retrouve exactement à peu près la même chose avec cette espèce de source qui jaillit dans une grotte.
Et Loïs Papon semble avoir dessiné l'emblème de la Société angélique, un petit ange dans un grand A, avec marqué autour, guide-moi sur la terre. Ça se décrypte. Je ne vais pas vous faire la démonstration. Donc en 1603, Nicolas de Lange a l'honneur d'une médaille. Il a 78 ans et il va s'éteindre quelques années plus tard, en 1606, 81 ans. Il est inhumé dans l'église Saint-Georges à Lyon. Alors voilà la reconstitution de sa pierre tombale, avec l'épitaphe rédigée par son gendre Balthazar de Villars. Voilà l'église Saint-Georges qui sera reconstruite en 1845 par Pierre Boussan, encore lui. Et Balthazar de Villars, qui a lui aussi fait l'objet d'une médaille, donc épouse Louise de Lange, qui est la fille de Nicolas de Lange. Ils héritent du domaine, de la bibliothèque et des collections. Et on peut dire que Balthazar de Villars donc, prend la suite de son beau-père à la tête de la Société angélique. L'ex-libriste de Balthazar de Villars est intéressant, puisqu'on y trouve un homme sauvage poilu avec une barbe en pointe, aux doigts pointés vers le ciel, armé d'une massue. Ça nous rappelle quelque chose, ça nous rappelle celui qu'on a vu à Venise. Alors cette massue elle est particulière, elle se termine par une boule ornée de pointes, c'est ce qu'on appelle l'étoile du matin, une arme particulièrement meurtrière, et l'étoile du matin qui deviendra le symbole le plus secret de la société angélique. Et Balthazar de Villars, il entretient, il écrit, pas ses mémoires, mais il écrit beaucoup de choses sur un grand livre au fil des années. Et un jour, il écrit, au lieu d'écrire Harang, H-A-R-N-G, il oublie le premier A, il écrit H-Rang. Et puis ce jour-là aussi, il fait un petit dessin, c'est le seul dessin qu'il fera pendant 40 ans qu'il tiendra ce livre, un petit dessin où on peut voir des fruits et des feuilles, et les fruits et les feuilles, par l'art du grimoire, ça donne forêt fils, c'est les fils de la forêt, ça désigne les forestiers, ça peut trahir son appartenance à l'ordre des forestiers, fendeurs, charbonniers. Alors voilà la signature de Balthazar de Villars, et alors lui aussi il utilisait une anagramme, Ars, Arte, Milusa, Labat. Ça peut se traduire là aussi, mais ça sera un petit peu long à vous expliquer. Et il reçoit à Lyon des visiteurs illustres, donc le fameux Péresque, dont on a parlé tout à l'heure, qui deviendra 20 ans plus tard le correspondant de Polycarpe. Il reçoit Nicolas Poussin, tiens donc. Et donc, à partir de ce moment-là, donc Nicolas Poussin, évidemment, la fameuse formule et in Arcadia ego. Et lorsque Balthazar de Villars décède en 1627, est-ce qu'on peut se demander si la société angélique disparaît avec lui? Pas tout à fait, parce qu'il a des héritiers. Ils ont eu des enfants, ils ont eu une fille Hélène, etc., qui garde le domaine de l'angélique, une deuxième fille qui garde les immeubles de la rue Saint-Jean, une troisième qui garde tout le reste des biens des Villars. Et puis c'est l'époque aussi où on a quelques filiales qui voient le jour, au château de Routelard dans la Loire, par Louis Papon, château de Bâti d'Urfé. Donc c'est les Urfé et les Papon entretiennent une société qui ressemble tout à fait à la société angélique. Et si on va à Nantes, rue de la rue Givry, on trouve une maison avec des bas-reliefs, un deuxième bas-relief, et ce bas-relief-là est inspiré directement d'une des gravures du songe de Polyphile. Donc on peut imaginer qu'il y avait là aussi probablement une sorte d'académie angélique. Et donc le domaine reste aux mains des descendants jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Et puis au début du XVIIIe, ce qui reste de la société va se fondre dans l'ésotérisme lyonnais, dans la franc-maçonnerie, dans le martinisme, qui ont apporté à Lyon l'illuminisme, lequel va inspirer l'école mystique de Lyon, qui à son tour va inspirer les architectes Pierre Boussan, Sainte-Marie Perrin. Vous voyez que l'héritage, s'il n'est peut-être pas direct, il est quand même bien là. Et la société angélique ressurgira à Paris au XIXe siècle. Mais ceci est une autre histoire. Je ne vous la raconterai pas aujourd'hui, je vous la raconterai demain, cette histoire-là. Et je vous remercie.